Bismillah. Ashley s'ennuyait à mourir. Il était rentré à Bowden depuis 2 mois et jamais il n'avait été aussi oisif. Il avait lu, monté à cheval, il s'était promené, il avait pêché, rendu visite à des voisins, flirté avec des demoiselles, couché avec la fille d'un paysan, ravissante et consentante. Il avait très vite mis un terme à cette aventure, car il ne tenait pas à avoir un bâtard à entretenir sur le domaine familial. Son père avait toujours été très strict à ce sujet. Luke et lui se parlaient à peine, et le pire était qu'Ashley se savait dans son tort. À Londres, il avait vécu bien au-dessus de ses moyens, alors que sa pension était tout à fait confortable pour un fils cadet, et que Luke, fidèle à sa parole, l'avait encore augmenté. Ashley était au collège à la mort de son père, à l'université quand George était décédé, mais il savait que l'un comme l'autre aurait critiqué aussi sévèrement sa façon de vivre que Luke. Peut-être même plus. Ashley ignorait jusqu'à présent que l'on avait coupé les vivres à Luke après le duel dramatique. L'ennui, c'est qu'il était bien difficile de reconnaître publiquement cet tort, douloureux pour l'orgueil, et il n'était pas facile non plus d'éprouver de l'affection pour celui qui vous faisait remarquer vos erreurs. Ashley n'éprouvait pas d'affection pour Luke. Il se sentait encore trahi par la transformation de son frère. Il se rappelait le compagnon souriant, gai, indulgent et patient qui était son idole. Il avait trop de différence d'âge avec George pour se sentir proche de lui quand il était petit. Et ensuite, George était si sombre qu'il n'y avait plus de contact possible. Luke, en revanche, était toujours là, disponible, prêt à jouer avec lui, à l'aider dans ses leçons, à l'écouter, à le consoler quand il avait été puni. C'était l'amour de Luke, son approbation qu'il cherchait plus que tout, même s'il ne s'en rendait pas compte à l'époque. Il avait écouté avidement tout ce qu'on racontait sur lui depuis 10 ans. Il prêtait l'oreille dès que Théo prononçait son nom, et il s'était construit l'image d'un homme à la mode, séduisant, intrépide, insouciant. Lorsqu'il avait appris le retour de Luke en Angleterre, il s'attendait qu'il fût son allié le plus sûr. Il s'était vu avec lui en train de jouer, de boire et de batifoler, tandis que tous ses amis lui envieraient un frère aussi fabuleux. Or Luke n'était rien de tout ce qu'il avait espéré. Oh, certes, il était élégant, il plaisait aux femmes, mais il y avait en lui une retenue, une dureté qui déconcertait Ashley. Luke semblait encore plus à cheval sur le devoir et le respect de son héritage que leur père ou George. Il n'y avait pas d'amour en lui, pas de compassion. Il suffisait de voir ce qui était arrivé à la pauvre Doris et à lui, Ashley. Cela semblait injuste de la part de Luke, même si Doris, comme lui, s'était indubitablement mal comportée. Il pourrait quitter Bowden, lui avait dit Luke, s'il avait une bonne raison de le faire. Ashley savait qu'il avait pris un mauvais chemin, pourtant il était bien déterminé à ne jamais mendier, à ne plus jamais mendier. Mais quelle bonne raison pouvait-il invoquer pour s'en aller? Il ne savait absolument pas ce qu'il voulait faire de sa vie. Or il restait oisif et malheureux. Un jour, il partit errer sans but le long de ruisseaux qui contournaient la maison entre les arbres, devenait un torrent avant de former une cascade. La vue et le bruit de l'eau l'apaisaient toujours. Il décida de s'installer un moment sur les gros rochers. Il manquerait le thé, mais tant pis, il n'avait pas faim. Cependant, quelqu'un l'avait précédé. Elle était assise sur une pierre plate qui surplombait les chutes, pieds nus, la jupe relevée sur ses mollets. Elle ne portait ni panier ni jupon. Sa chevelure encadrait librement son visage. Une adolescente qui se transformerait bientôt en femme ravissante. « Attention de ne pas tomber !» cria-t-il. On ne risquait guère de se noyer dans la cascade, sauf si on se cognait la tête sur les rochers. Mais Ashley savait d'expérience que l'eau était glaciale. Comme elle ne répondait pas, il se rappelait qu'elle était sourde et il s'approcha lentement d'elle afin de ne pas l'effrayer. Quand elle l'aperçut, elle ramena son pied sous sa jupe et lui sourit. Un sourire radieux comme celui d'Anna. Elle sauta de rocher en rocher pour parvenir jusqu'à lui. Elle était si petite qu'elle lui arrivait à peine au menton. « Vous vous êtes échappé aussi, petit fan ?» demanda-t-il. Il était inutile de parler, pourtant il ne se voyait pas rester là silencieux, à sourire comme un béné. Ses yeux feraient des ravages dans quelques années, pensa-t-il. Qu'elle fût sourde ou non, ils étaient pour l'instant fixés sur ses lèvres, et elle acquiesça d'un signe de tête. Elle avait donc compris ce qu'il disait. Est-il raisonnable que vous soyez seul, ou est votre gouvernante? Le sourire se fit espiègle, et elle eut un geste en direction de la maison. Vous aimez être seul, hein? Demanda-t-il. Elle se tourna vers la cascade, les arbres, et elle posa les mains sur son cœur avant d'ouvrir les bras. Vous aimez cet endroit? Difficile de ne pas l'aimer, mais si on n'entendait pas le murmure de l'eau. Et vous préférez y venir seul, insista-t-il. La surdité, se disait Ashley, devait enfermer une personne dans un monde à part, mener à la solitude,
Émilie se sentait-elle isolée ou en moins solitaire? Pourtant elle avait un sourire lumineux. Je vous ai dérangé, poursuivit-il. Je vais vous laisser. Soyez prudente, ajouta-t-il en désignant le rocher où elle était assise un instant plus tôt. Mais elle prit sa main dans les siennes et secoua la tête. Eh bien, en moi, quelqu'un avait besoin de lui, se dit-il étonné, même si ce n'était qu'une enfant. Qu'y a-t-il, petit fin? Elle tira sur son bras pour l'entraîner vers la cascade. Elle bondit jusqu'au rocher qui surplombait les chutes. Et il la suivit. Enfin, elle s'assit à son endroit préféré et balança ses pieds sous l'eau. Puis elle se tourna vers lui et lui sourit. C'est un défi? Elle se pencha pour prendre de l'eau dans ses mains et il pensa qu'elle allait la lui lancer à la tête pour jouer. Mais elle se contenta d'y tremper son propre visage, avec une expression proche de l'extase. Les autres sens prenaient-ils plus d'acuité quand l'un d'eux était déficient? Tenté, Ashley se débarrassa de ses souliers, de ses bas et mit ses pieds sous l'eau avec un petit cri. Émilie le regardait en riant, un petit sang étrange, inhabituel. Ashley replia ses jambes, les bras autour des genoux, et elle l'imita, sans le quitter un instant des yeux. « Que regardez-vous, petit fin ?» Elle eut un sourire rêveur. L'adorable enfant, quel âge avait-elle? 14 ans, s'il avait bonne mémoire. 14 et lui 22, la même différence qu'entre Luc et lui. Avait-il semblé aussi enfantin, son frère? Pourtant, il n'avait jamais manifesté la moindre impatience, jamais suggéré qu'il avait mieux à faire que de passer du temps avec son petit frère. « Vous me comprenez, reprit-il, mais vous ne pouvez pas vous exprimer. Est-ce douloureux, petit fin ?» Ses yeux, si merveilleusement expressifs, s'emplirent d'un vague regret. Avait-elle un moyen de se faire comprendre de son entourage? Par signes, sans doute. Anna avait dû s'y employer. Mais Émilie parvenait-elle à communiquer ses sentiments profonds? Ashley lui sourit. « Répondez-moi, l'encourageait-il doucement. Toujours ce vague regret dans le regard quand elle acquiesça de la tête. Elle repoussa d'un geste tendre une mèche de cheveux qui avait glissé sur sa joue. Elle le désigna du doigt, puis fit un signe avec sa main avant de la pointer sur elle. Comme elle n'obtenait pas de réaction, elle recommença. « Vous voulez que je vous parle encore ?» devina Ashley. « Oui. » Alors il lui raconta son enfance, puis le jour où il était arrivé en vacances pour apprendre le départ de Luc. Il lui dit combien il s'était conduit stupidement à Londres, en omettant de mentionner ses maîtresses, évidemment, et combien il s'ennuyait à Bowden. Il lui parla de trahison, de culpabilité. Il était immensément soulagé de pouvoir se confier, même si c'était à quelqu'un qui n'y comprenait sans doute pas grand-chose et qui de toute façon ne pouvait rien pour l'aider. Cela l'apaisait, le consolait de sa solitude. « Je suis un être vil et abject, petit fin, conclut-il dans un sourire. Elle secoua la tête. « Et vous savez écouter, dit-il, aussitôt conscient de l'absurdité et de la vérité de cette phrase. Il se tut un instant et quand une petite main fraîche se glissa dans la sienne, il la serra bien fort. C'était une enfant en manque d'amour, il était un adulte en manque de compagnie. « Ashley, par le diable, que se passe-t-il » La voix glaciale de son frère fit éclater cette paix momentanée. Luc se tenait à quelques mètres près des arbres. « Je suppose que tu n'as pas imaginé qu'Anna serait folle d'inquiétude. C'est toi qui as amené Émilie ici? Ce n'est qu'une enfant, elle ne devrait pas se promener sans sa gouvernante. » Émilie s'était retournée en voyant Ashley sursauter, et elle se leva, sauta de rocher en rocher, légère et gracieuse comme un elfe. Puis elle tendit la main à Luc, qui la prit en souriant. Ashley se rendit compte que c'était la première fois qu'il le voyait sourire depuis 10 ans. « Anna s'inquiète pour vous, ma chère, dit-il. Elle lui prit le bras et tendit l'autre en direction d'Ashley qui secoua la tête. « Tu ferais mieux de venir, déclara Luc avec raideur. Ashley remit lentement ses bas et ses souliers, Émilie tendait toujours la main vers lui. Tandis qu'ils revenaient tous les trois vers la maison, Ashley se demanda ce que l'enfant sourde et muette avait compris de ce qu'il lui avait confié. « Bon sang, Luc, dit-il après quelques minutes de silence, pour qui me prends-tu? Pour un panier percé, un joueur, un ivrogne et un coureur de jupons? Tu as raison, mais je ne suis pas un satyre. » Par-dessus la tête d'Émilie, elle jeta un regard noir à son frère qui était impeccablement vêtu et coiffé comme toujours. « Réponds, Luc. »« Je sais que tu n'es pas un satyre, » répondit enfin Luc sans le regarder. « Mais cet enfant est sous ma protection, Ashley, et mon épouse tient énormément à elle. Son handicap l'empêcherait d'entendre les appels des gens lancés à sa recherche. Elle serait incapable de crier si elle était en danger. Et le soir tombe vite avec l'approche de l'automne. J'étais ennuyé et contrarié que tu n'aies pas pensé à l'inquiétude d'Anna. C'est injuste de ma part, Émilie n'est pas à ta charge et je suis certain que tu t'es comporté envers cet innocent enfant comme le gentilhomme que tu es. » Était-ce une manière de s'excuser? Ashley n'en était pas certain, mais les paroles de Luc le ramenaient en tout cas au rôle de jeune frère irresponsable, ce qui l'irrita d'autant plus qu'il reconnaissait le bien fondé de cette critique. Il aurait dû se douter qu'il n'y aurait pas que la gouvernante pour se faire du mauvais sang.
Je suis désolé. L'intonation n'y était pas, mais au moins il avait prononcé les mots. Il y eut un bref silence. J'ai confiance en toi, Ashley. Je n'ai pensé à rien de mal quand je t'ai vu avec Emily. Lui tenant la main. Oh, sûrement que si, mais Ashley n'obtiendrait rien de son frère qui ressembla davantage à une excuse. Emily marchait entre eux, les regardant parfois tour à tour avec son beau sourire. Comprenait-elle ce qui se passait entre les deux frères? Curieusement, Ashley en avait l'impression. Impossible, naturellement, puisqu'elle était sourde et muette. Luc s'apercevait qu'il était bien compliqué de prendre une famille en charge. Il n'avait pas l'habitude, lui qui avait soigneusement cultivé son indépendance. Il lui arrivait parfois de penser à sa vie parisienne avec une poignante nostalgie. Anna aborda le sujet de Doris un matin, lors de leur promenade à cheval, et il en fut agacé car il considérait que cet instant de la journée leur appartenait à eux seuls. Il adorait chevaucher un peu en retrait, en admirant l'image ravissante qu'elle lui offrait, en regrettant qu'ils ne soient pas rien que tous les deux, quelque part, peut-être en France, sans avoir à se soucier de personne d'autre. Il appréciait d'autant plus ses escapades quotidiennes. Bientôt, il serait obligé de lui interdire de monter à cheval, et il pourrait reprendre ses promenades solitaires. Étrangement, cette perspective ne lui souriait guère. Il lui en voulut donc un peu d'évoquer le problème de Doris. Anna était là pour mettre de la joie dans son existence. « Luc, déclara-t-elle tout de go, Doris ne va pas bien ?» Comme s'il ne l'avait pas remarqué, il en était même un peu mal à l'aise, bien qu'il n'eût rien à se reprocher. « Elle boude, comme un enfant gâté, répondit-il, plus sèchement qu'il ne le voulait. « C'est exactement ce que prétend votre mère, dit calmement Anna. » Ainsi, la douairière, elle aussi ignorait les tournants de Doris. C'était bien d'elle. Mais alors, il lui ressembla. Il avait fini par lui ressembler au fil des années. Il se rappelait la petite Doris devant lui sur son cheval. Leurs parents la grondaient toujours quand ils la prenaient, prétextant que seuls les bébés partageaient une monture avec leurs frères. Lui adorait l'écouter babiller. En fait, il avait été un adolescent très seul qui se réchauffait à l'adulation de ses jeunes frères et sœurs. Un jour, Doris lui avait même dit, la tête contre son épaule, qu'elle l'épouserait quand elle serait grande. Elle devait avoir environ 5 ans à l'époque. « Je ne pense pas pouvoir l'aider, madame, dit-il à Anna. La seule solution était de mettre un terme à cette aventure, et pour cela, de la renvoyer à la maison afin d'éviter toute communication ou tentative de fuite. Je ne regrette pas de l'avoir fait. En effet, vous avez eu raison de la sauver d'elle-même, Luc, mais... Mais quoi? Elle n'aimait pas beaucoup qu'Anna lui serve de conscience, et il espérait qu'elle n'allait pas adopter ce rôle. À mon avis, elle imagine que c'est surtout votre honneur et celui de la famille que vous avez voulu sauvegarder. Elle a l'impression que vous ne l'aimez pas, Luc. « Tu ne peux pas m'épouser, Doris, parce que je suis ton frère, avait-il répondu avec un petit rire attendri. « Mais je t'aime plus que tous les autres, avait-elle protesté, le regard plein de chagrin. Plus que père et mère, plus que Georges et même un peu plus qu'Ashley. Il avait serré contre lui. Moi aussi, je t'aime, plus que tout le monde, sauf Ashley. Et Georges, bien sûr. Je vous aime tous les deux, autant, et nous aurons toujours une affection particulière l'un pour l'autre, parce que nous sommes frères et sœurs. » Elle s'était levée contre lui. « Je demanderai au roi, avait-elle déclaré. Il me permettra de t'épouser, Luc. » Le silence s'éternisa entre Luc et Anna. « Vous l'aimez » relança-t-elle la voix tendue. « J'ignore tout de l'amour, Anna, répondit-il. Je vous l'ai dit clairement le lendemain de notre mariage. Je ne puis que m'acquitter de mes devoirs au mieux de mes capacités. Rappelez-vous qu'il est vain de le faire un appel à des sentiments que je n'éprouve pas. » Elle ne répondit pas, mais au bout d'un moment, elle se lança au galop. Il suivit le train et quand ils arrivèrent à l'écurie, il la déposa à terre sans un mot. Elle ne savait s'il s'agissait d'un défi délibéré contre son autorité, mais il ne lui adressa aucun reproche. Il aurait réprimandé la mauvaise personne car c'était lui qui se sentait coupable. Il avait horreur de ça. Anna s'était arrangée pour lui donner mauvaise conscience. Pourtant, il s'agissait de Doris, de sa sœur. Il se comportait avec elle comme il l'entendait. Il n'avait pas besoin qu'Anna lui dicte sa conduite. Il avait seulement besoin d'elle pour... Non, c'était faux, se dit-il en fronçant les sourcils. Il avait besoin d'Anna pour plus que ça. Besoin. Le mot le dérangeait. Il essaya néanmoins de parler avec Doris, mais il commit l'erreur de la convoquer dans la bibliothèque et de la recevoir assis derrière son bureau. Certes, elle ne l'aida guère quand elle refusa de prendre le siège qu'il lui offrait. Elle préférait rester debout, dit-elle, instaurant ainsi une sorte de relation parent-enfant, avant qu'aucune parole d'importance n'eût été prononcée. « Tu es malheureuse » dit-il. Elle eut un rire sans joie.
C'était inenvisageable, Doris, reprit-il, même si tu t'es adapté à la pauvreté, à la perte du statut social et du luxe auquel tu es habitué depuis ta naissance. Tu n'aurais pas été heureuse avec Fraulein. C'est surtout ta fortune qui l'intéressait. Peut-être que même dans ce cas, il m'aimait plus que l'on ne m'aime ici, rétorqua-t-elle froidement. Tu es chez toi ici, dans ta famille. Tu es ma sœur. Tu refuses de croire qu'il était prêt à accepter de l'argent, 5000 livres, pour renoncer à te courtiser. Tu n'as sans doute jamais connu une misère si grande que 5000 livres représente une tentation irrésistible. Cela te semble une somme de piètre importance. Par le ciel, Doris, tu le défends. Je le hais, rétorqua-t-elle calmement, parce que je te crois. Mais je te hais plus encore de l'avoir tenté d'avoir mis sa faiblesse en évidence. Il tambourinait sur son bureau. Tu me reproches de t'avoir sauvé d'un avenir lamentable? Oui, je te hais, lui avait-elle dit un jour, quand elle avait 8 ans. Un vieux chien qu'elle adorait était malade, il souffrait, et Luc l'avait délibérément éloigné pendant qu'on abattait le pauvre animal. En retour, elle avait été bouleversée, surtout quand elle avait appris que Luc était au courant. « Je te hais, je ne t'aimerai plus jamais. » Qu'avait-il fait alors? Elle l'avait prise dans ses bras malgré ses protestations, ses cris, ses coups de pied. Il l'avait serrée contre lui, jusqu'à ce qu'elle fonde en larmes. Il l'avait bercée, il avait pleuré avec elle, bien qu'elle eût 19 ans. Ensuite, il avait monté à sa chambre et il l'avait gardée sur ses genoux en attendant qu'elle s'endorme et qu'elle puisse la déposer doucement dans son lit. C'était ainsi qu'il l'avait consolée, mais à présent il la fixait d'un regard indéchiffrable. « Tu resteras ici tout l'hiver, dit-il, et peut-être te permettrai-je de retourner en ville l'année prochaine. Tu as oublié, Fraulein, et tu seras à même de trouver un parti plus intéressant. » Elle esquissa un sourire. « Je peux disposer, à présent ?» Il acquiesça. Une fois à la porte, elle se retourna. « J'ai toujours pensé qu'il ne pourrait rien m'arriver de plus affreux que de ne jamais te revoir, dit-elle. Je me trompais. Le plus affreux, c'est que tu sois revenu. J'espère qu'Anna va avoir un fils, beaucoup de fils, parce que si Ashley est devenu duc, je risquerais de le perdre lui aussi. » Et puis, il y avait Henrietta. Ce jour-là, Luc avait insisté pour qu'Anna monte se reposer dans sa chambre après une visite à des voisins, car elle semblait lasse. « Luc, dit-elle, Henrietta considère qu'il faudrait changer les teintures et l'ameublement de certaines pièces. Elle les trouve démodées, et elle m'a prié de vous en parler. » Luc vint s'asseoir au bord du lit. « Et vous, qu'en pensez-vous » Elle hésita. « J'aime cette atmosphère élégante, un peu surannée, dit-elle enfin. Mais je comprends son point de vue. Nous suivrons votre préférence. » « Mais c'est ce qu'elle avait envisagé avec son époux, objecta Anna. Elle se trouve dans une situation délicate, vous savez. Bien qu'elle soit toujours charmante avec moi, nous devrions peut-être... » Elle se pencha vers elle. « Nous devrions peut-être nous rappeler, madame, que c'est vous, ma duchesse, pas Henrietta. Nous ne changerons rien dans cette demeure. C'est une décision que je prends sur votre recommandation, et tout est dit. » Anna leva sur lui un regard incertain. « Elle est mon amie, Luc. Je ne veux pas la rendre malheureuse. Elle m'a raconté ce qui s'était passé quand elle a épousé votre frère au lieu de vous. » Luc se redressa. « Il était sûrement inévitable que vous la preniez un jour ou l'autre, mais tout cela c'est de l'histoire ancienne. » Anna eut un petit sourire triste, et au lieu de poursuivre sur le sujet, comme il aurait dû, Luc sortit de la chambre sans un mot de plus. Qu'aurait-il pu ajouter? De toute façon, il ne voulait pas parler de ça avec Anna, qui représentait sa réalité, son avenir. Il ne voulait pas la mêler à son passé. Mais Henrietta était là, et bien là. Dès qu'il partait seul, à cheval, il la rencontrait. S'il se promenait à pied, il se cognait à elle. S'il lisait dans la bibliothèque, elle venait l'y rejoindre. Toujours par hasard, et toujours embarrassé de s'apercevoir qu'il était là à cet instant précis. Il finit par comprendre que c'était délibéré, comme l'avait été leur rencontre sur le muret. Henrietta ne s'était pas endurcie, elle avait souffert chaque jour depuis son mariage, avait-elle affirmé. Et à présent, bien qu'il fût marié, bien qu'il lui eût été impossible de toute façon de l'épouser, elle ne pouvait s'éloigner de lui. Et lui, était-il toujours attiré par elle? Oui, sans doute. Elle était fort séduisante, personne ne l'aurait nié. Mais l'aimait-il encore, tout au fond? Il aurait été bien incapable de répondre, il avait même peu de peur de la réponse. Comme il avait peur de ces rencontres, se demandant ce qui se passerait s'il baissait un instant sa garde. Pourtant, il n'osait le dire à Henrietta. Elle avait déjà connu tant de peine dans sa vie. Henrietta revenait d'une visite chez son frère à Wycherley. La nervosité et l'agitation faisaient partie de sa nature depuis ce choix désastreux des années auparavant. Le retour de Luc lui était intolérable. Avait-elle avoué à William? Il avait été à elle, totalement à sa dévotion. Elle se rappelait comme il avait pleuré dans ses bras lorsqu'elle lui avait annoncé qu'elle devait épouser George.
Pour elle, il s'était battu en duel avec son frère, il avait failli le tuer. Que se serait-il passé s'il avait réussi? L'aurait-elle épousé? En tout cas, elle ne supportait pas de l'avoir tous les jours près d'elle. Il ne pouvait se marier, elle le savait, mais elle s'était imaginé qu'il pourrait vivre à Bowden en tant que duc et duchesse, même s'il n'était pas époux. Elle se voyait maîtresse du domaine, faisant absolument ce qu'elle voulait, alors que George s'était toujours opposé à des projets. Elle avait vu Luc amoureux, prêt à céder à ses moindres caprices. Elle ne croyait pas à ce qu'on racontait sur lui. Or, il était revenu avec une femme. Il était impossible de savoir s'il l'aimait réellement ou non. Toutefois, il était clair qu'il entendait qu'Anna fut la maîtresse de maison et ils attendaient un enfant. Comme elle revenait dans le crépuscule vers Bowden Abbey, Henrietta se rappela son chagrin quand elle avait mis au monde un bébé mort-né. Et elle n'oublierait pas la brutalité de George, qui lui avait dit qu'il n'avait jamais été plus heureux de sa vie et qu'il s'arrangerait pour qu'elle n'ait plus aucune chance de porter un enfant de lui. Luc serait son héritier, avait-il ajouté avec un sourire un peu pervers. Et maintenant, Luc était duc. Henrietta leva brusquement la tête, tout souvenir envolé. Devant elle, sur le chemin se tenait un cavalier, parfaitement immobile. Il était grand, mince, vêtu d'une longue cape noire. Son visage était presque entièrement dissimulé par un masque et le tricorne qu'il portait bas sur le front. « Je vous ai fait peur, madame ?» dit-il doucement. « Un bandit de grand chemin sur les terres de William, » songea Henrietta indignée. Elle releva le menton hautaine, refusant de montrer sa peur. « Que voulez-vous? Je n'ai sur moi que mes bagues et quelques pièces de monnaie. Mon frère vous fera pendre. » Il eut un sourire qui le rendait plutôt séduisant. « Je ne veux rien de tout cela, votre grâce, dit-il. Je cherche seulement à vous rendre ce qui vous appartient de droit. » Oh! Henrietta était en même temps intriguée et offusquée. « Passez votre chemin, Marot. Vous n'obtiendrez rien de moi. » Elle se penchait légèrement en avant et sourit de nouveau. « Je ne m'attends pas que le duc soit amoureux de vous, madame. » « Vous devez vous tromper de duchesse, monsieur. Maintenant laissez-moi passer, je vous prie. » Loin d'obéir, il s'approchait jusqu'à ce que leurs genoux se touchent presque. Il observait attentivement entre les fentes de son masque. « J'ai seulement besoin d'un peu d'aide, madame. » Elle se dégageait du bandit masqué une indiscutable virilité, se dit Henrietta, et il la contemplait avec une évidente admiration. Admiration dont la jeune femme était privée depuis bien longtemps. Elle ne comptait évidemment pas les obros locaux qu'elle ne daignait même pas regarder. L'épouse du duc, reprenait l'homme, a triché en l'épousant. Anna? Oui, Anna. Elle le quittera tôt ou tard, votre grâce. Henrietta fronça les sourcils brusquement intéressée. Est-elle votre? Il la caressait des yeux. Oh non, il n'y a aucune romance entre cette dame et moi. Je vais seulement débarrasser le duc d'elle au nom de la justice, et vous pouvez m'être de quelque secours, madame. Moi? Henrietta ne portait pas de modestie à son corsage, car elle était très fière de ses seins. Et sous le regard de l'étranger, elle s'en félicita. Et comment, monsieur? Permettez-moi de vous expliquer, dit-il. Toutefois, avant de s'exécuter, il prit la main d'Henrietta, retroussa le haut de son gant et porta son poignet à ses lèvres. Avec un délicieux frisson de plaisir, elle sentit sa langue sur la peau sensible. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix altérée. « Cela fait deux questions, madame. Si nous commencions par la première, la seconde n'a aucune importance. »